Bonjour à tous, nous nous retrouvons en compagnie du docteur Laurence Barrère. Bonjour chers collègues. Bonjour, qui est venu nous parler de ce fameux DSM. Alors, Laurence Barrère, pour commencer, dis-nous en plus, qu'est-ce que ça veut dire DSM ? Alors, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ce qui veut dire que c'est un manuel qui a été créé pour pouvoir faire en sorte de donner des diagnostics qui soient au plus juste de ce que les psychiatres pouvaient observer. Un petit peu comme un livre de médecine, en fait, en quelque sorte. Comme un dictionnaire, en fait, de médecine, comme un dictionnaire de la psyché, en fait, au départ. D'accord, très bien. J'ai entendu parler qu'il y avait 4 ou 5 DSM, c'est ça ? Il y en a 5. D'accord, c'est quelque chose qui a donc évolué au fil des années. Il y en a même plus que 5, puisqu'en fait, vous avez le 1, le 2, le 3, le 3R, le 4, le 4R, le 5. Eh ben... Alors, pourquoi autant de DSM ? Enfin, un dictionnaire en Larousse, on en a qu'un, hein, tous. Pourquoi avoir 5 dictionnaires de la psychologie ? Parce que même pour le dictionnaire Larousse, vous avez aussi des moutures, et effectivement, il est à chaque fois remis au goût du jour en fonction de l'évolution de la langue. Mais là, le DSM, c'est en fonction de l'évolution de l'humain. D'accord, oui. Comme si l'humain avait super évolué entre 1952 et 2013, le dernier. Ce sont des sortes de mises à jour, à vrai dire. Ah oui, mais ce sont des mises à jour absolument hallucinantes, puisque le premier DSM a été créé en 1952 et il y avait 60 pathologies qui avaient été définies. C'était basé sur les théories de Kipling, qui lui s'intéressait énormément à la psychose, qui était psychiatre. Ensuite, en 1968, le DSM-2 sort. Et là, il y a 178 pathologies qui sont définies. 178 ? Oui, parce que là, c'était par rapport aux travaux de Freud. Vous savez que Freud a ouvert le champ de la psychose et il a mis en place des choses qui n'existaient pas avant. Donc, une observation très fine des névroses, des psychoses, etc. Ah, donc le dictionnaire, c'est en quelque sorte affiné. Exactement. D'accord. Ensuite, avec le numéro 3, en 1980, 292 troubles sont définis. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de pathologie, mais de troubles. Même si avant, disorder veut dire aussi trouble en américain, mais pour nous, en fait, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du trouble et de la pathologie. Le DSM-3, lui, rompt avec toutes les théories qui sont d'obédience psychanalytique et basées sur la psychiatrie. Il se base sur les travaux de Spitzer, et Spitzer, lui, est plus dans le comportement, l'attitude, plus dans la morale, plus dans la société, et c'est là où le champ social entre dans les pathologies. Ah, on commence à avoir un impact social. Une dérive, d'accord. Alors, à partir du DSM-3, quelle année vous avez dit DSM-3 ? 1980. 1980. Donc c'est vraiment à partir de 1980 que ce dictionnaire a commencé à être légèrement dérivé. Et le dictionnaire multiplie les pathologies, donc je dis les pathologies, désolé, les troubles. Les troubles, ouais. Donc nous en avons 292 avec le DSM-3. Ensuite, avec le DSM-4, nous en avons 410. Et le DSM-4 est basé sur les travaux de Alan Frances, qui, à partir du DSM-4, après, voyant les dérives arriver avec une collusion, un mélange entre humain, social et moral, le dénonce. Donc aujourd'hui, Alan Frances est contre le DSM. Alors que c'est lui qui en est à l'origine. Et il est à l'origine du 4, oui. 4, et aujourd'hui, il est absolument contre. Le 5 est sorti en 2013, et alors là... non mais là, ça devient fou. Alors, nous allons en parler bientôt, pour la deuxième partie. Par contre, avant de rentrer dans les dérives, il y a quelque chose que je pense qui serait très intéressant de parler, c'est de savoir comment on crée ce DSM. Parce que vous dites que du coup, il y a des gens qui sont à l'origine, donc qu'on se base sur des travaux de Freud, qu'on se base sur des travaux donc, de Spielberg. De Spielberg. On se base sur des travaux de Spielberg. Nous arrivons effectivement dans le futur. Ça, dans le futur. Spitzer. Donc, comment cela se met en place en fait un DSM ? C'est quoi ? C'est un scientifique qui écrit un dictionnaire et qui décide de le sortir ? Non. En fait, c'est une association américaine qui s'appelle APA, association en fait de psychologues américains, réunit des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, mais pas que.
aujourd'hui, donc l'important c'est aujourd'hui, après ce qui s'est passé, Oui, vous irez voir sur internet, Oui. mais aujourd'hui, le problème, et c'est pour ça que je vous disais, on vote aujourd'hui les troubles. Avant, avec les pathologies, on observait, et en fonction de ce qu'on observait, on déduisait. Je ne comprends pas bien. Cette association, donc, elle regroupe donc des médecins, des psychologues, et vous avez dit peut-être un peu d'autres gens. Beaucoup d'autres choses, des personnes en marketing. Ces personnes-là, qui du coup vont voter une version du DSM. Exact. Il y a des enseignants, il y a des éducateurs, il peut y avoir des infirmières, il peut y avoir aussi donc des personnes du marketing, des personnes de laboratoire. Donc en fait, on vote à main levée. Donc vous voyez, c'est comme l'Assemblée nationale. On arrive et puis en fait, il y a des discussions, donc il y a des tables rondes, chacun discute, blablabla. Et puis à la fin, on vote. Et s'il y a une majorité pour tel trouble, alors le trouble apparaît dans le DSM. Et c'est là où la communauté scientifique internationale a pété les plombs en 2013 en voyant l'arrivée du DSM-5 qui pathologise le normal. En fait, pour résumer, c'est comme si on venait à... comment dire, c'est comme si ce dictionnaire qui avant était basé sur des observations scientifiques, et du coup maintenant on perd donc, du coup ce côté observation scientifique pour passer sur quelque chose de plutôt social. Comme les gens votent, bah, c'est une certaine majorité, sauf que on le sait très bien, la science n'est pas faite par la majorité. La science est faite par ceux qui en ont le talent, en ont le savoir, et qui sont capables de dégager des faits qui sont en dehors d'eux-mêmes, et qui sont capables de mettre ça dans des théories. Alors au départ, le DSM était quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'il est intéressant que quand vous êtes jeune psychiatre, vous ayez un manuel pour pouvoir un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Voilà, tous les grands scientifiques ont des livres de référence. Complètement. Du coup, nous allons maintenant parler du DSM-5 et comment il est utilisé de nos jours. Donc la première question, ça va être évidemment de se poser la question, vu que ce DSM-5, on vous avait dit qu'il était un petit peu contesté par la communauté scientifique, voilà, comment est-il utilisé donc de nos jours ? Alors de nos jours, le DSM-5 est utilisé de manière extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a les assurances qui se basent aujourd'hui sur le DSM-5. C'est-à-dire que, comme ils ont vu que ça montrait bien des pathologies, des troubles, des choses comme ça, ils demandent maintenant aux citoyens lambda d'amener un diagnostic DSM pour pouvoir avoir une assurance. C'est en train d'arriver. Et donc ça, c'est grave. Ah oui. Parce qu'à l'avenir, on vous demandera donc d'avoir un diagnostic par le DSM pour pouvoir avoir droit à je ne sais quoi. Enfin, quand pour on regarde. Simplifier, c'est comme si on vérifiait que vous êtes bien sain d'esprit avant de faire un crédit ou avant de prendre une assurance ou. Exactement. Voilà, d'accord. Et la dérive, c'est effectivement que on pathologise aussi des gens qui sont normaux. On le voit avec la bipolarité. Donc en fait le plus gros problème, si je résume, c'est de se tromper dans le diagnostic, c'est-à-dire de partir du principe que voilà, quelqu'un montre des signes de bipolarité et que du coup on le catégorise dans la psychose. C'est ça. Alors que c'est juste quelqu'un qui est un petit peu haut en couleur, dirons-nous. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la pagaille. Même les psychiatres n'y comprennent plus rien, alors que ce sont eux qui doivent faire les diagnostics. D'accord. Et donc ils parlent déjà de refaire un 6. Ah, le projet est en cours. Oui. Et alors, ce DSM-6, est-ce qu'il s'annonce plutôt bien ou est-ce qu'il s'annonce encore avec les mêmes tares que le 5 ? Est-ce qu'il sera voté par l'APA ? Il sera toujours voté par l'APA, donc forcément, il sera en fonction des personnes qui n'y connaissent rien au niveau de la psychiatrie ou de la psychopathologie et qui vont voter des choses en fonction de leur morale. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ce qui veut dire qu'un jour, pour pousser un petit peu le bouchon, il ne sera pas normal de poser les mains comme ça sur la table et on vous dira non, maintenant il faut poser les mains comme ça. Et celui qui pose les mains comme ça aura un trouble du comportement. Alors je vais en arriver à ma question. Est-ce que ce DSM-5, est-ce qu'il suit ces règles de la déontologie ou est-ce qu'il est vraiment en train de basculer
un instrument un peu de l'industrie pharmaceutique. C'est un instrument aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique parce qu'effectivement, il découpe l'humain en tout petits morceaux et c'est très insidieux, c'est très pervers en fait au niveau du fonctionnement. Et comme il contrôle chaque petit élément du comportement humain, il peut dire si tel comportement est adapté ou pas. Si c'est inadapté, alors effectivement, il y a un trouble, donc à rééduquer, à prendre son cachet. Et comme je vous ai dit, les laboratoires demandent à ce qu'il y ait une pathologie en fonction du médicament qu'ils ont créé. Il y a une chose importante aussi, c'est que quand la molécule tombe dans le domaine public et donc ne rapporte plus rien au laboratoire, c'est à ce moment-là qu'ils sollicitent l'APA pour retrouver une pathologie adéquate et donc une nouvelle molécule. On peut voir le côté obscur du miroir. Le côté obscur du miroir. Black Mirror. Tout à fait. Je crois qu'on avait bien compris. Mais c'est un exemple parlant parce que, alors pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous la conseille, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment très parlante sur ces dérives psychologiques, en fait, ce que la technologie peut amener en dérive psychologique, et on est vraiment là-dedans. Tout à fait. Et je pense que c'est très important d'explorer ces thèmes, parce que, alors nous en robotique, c'est pareil, on se demande jusqu'où la technologie pourra contrôler l'humain. Et là, on voit qu'en psychologie, vous êtes déjà dans cette démarche, comme c'est un peu moins contrôlé, de social ou de scientifique, pseudo-scientifique, qui vient pour contrôler l'humain et imposer des normes qui ne sont pas naturelles ou qui ne sont pas scientifiques. Qui ne sont pas humaines ni scientifiques et qui sont sous le couvert d'une pseudo-scientificité. Ça, c'est pas possible. Et évidemment, tout cela sous couvert de faire des recettes en fait. Parce que là, on parle de. Bien sûr, il y a énormément d'argent en jeu. On parle de laboratoires qui vendent des médicaments. Donc on crée du trouble. C'est ce que dit Alan Frances, je reviens toujours sur lui, mais il dit la même chose. C'est un signe en général, lorsqu'un auteur se révolte contre son œuvre. Chez vous aussi ? Ah oui, ça arrive beaucoup en robotique. Vous avez vu le film Terminator ? Oui, j'ai vu Terminator. Il peut arriver que nos œuvres, des fois, nous fassent peur à nous-mêmes et qu'on décide de s'auto-censurer. Effectivement, c'est le... voilà, on peut dire que notre DSM est un Terminator. Eh bien, docteur Laurence Barrère, merci beaucoup d'être venu ici sur mon plateau pour répondre à mes questions. Je vous dis à tous au revoir et à vous. Merci de votre invitation, au revoir à tous. Et voilà, n'hésitez pas donc à partager la vidéo, à la faire découvrir à des proches, à des amis, à liker aussi si vous voulez. Sachez qu'on est une petite chaîne, on commence un petit peu à se lancer, et du coup on a besoin de partage, que ce soit Facebook, réseaux sociaux, tout ça, c'est important, voilà.